Bien, d'abord, je voudrais dire, le modèle qu'on propose, c'est pas seulement le MDN là, qui le propose. C'est un modèle qui a été réfléchi, qui a été basé sur qu'est-ce qui existe à travers le monde. Puis on a pris, entre autres, pour modèle l'Allemagne, l'Écosse puis la Nouvelle-Zélande, donc des pays quand même stables qui fonctionnent bien. Puis c'est aussi, le MDN a développé, mais a fait une grande tournée régionale pour discuter, savoir c'est quoi qui était important pour les gens pour arriver à ce système-là. Puis ce qui est important aussi, c'est que toutes les partis politiques, quand ils ont proposé une réforme du mode de scrutin, c'est toujours le même système qui est arrivé sur la table. Fait que c'est vraiment un système qui est adapté, qui est un modèle québécois, qui est adapté à ce que les gens veulent, puis qui va aider à régler des problèmes. Juste préciser, parce que tu mentionnais que les gouvernements ont présenté grosso modo le même modèle, mais on parle depuis quand, là? Depuis 10 ans? Depuis un peu plus que ça, là? Ou, ben, est-ce que tu sais c'est quoi, quelle année? En fait, en 2003, le gouvernement libéral a déposé un avant-projet de loi, l'étape préliminaire, donc un projet de loi qui n'a pas été suivi du projet de loi. Le gouvernement a abandonné. À ce moment-là, il proposait un modèle mixte, je dirais faussement compensatoire, alors que ce qu'on vise, c'est un modèle proportionnel mixte compensatoire. Je sais que le MDN a un petit raccourci pour dire ça, mais son nom officiel qui existe à travers le monde, donc ça fait partie de la famille proportionnelle. Mixte, parce que ça combine deux types de façons d'élire les gens, par circonscription et par liste proportionnelle, et compensatoire parce que les distorsions inhérentes aux élections par circonscription sous mode majoritaire sont compensées, sont corrigées par, en proportion des votes obtenus, des votes au niveau de la volonté populaire. Le niveau de compensation, la qualité de compensation va varier selon les ingrédients du modèle. Mais c'est ça, les 4 éléments du modèle. Un autre élément important, c'est que la compensation va se faire au niveau régional. Ah, ça, c'est variable, par exemple. Ouais, mais dans le modèle qu'on propose, c'est ça. Dans le modèle qu'on propose, c'est proportionnel, mixte, donc un mélange des deux systèmes, parce que les gens tenaient à leurs députés dans leur circonscription, compensatoire, à partir au niveau des régions, avec liste régionale. Puis on l'appelle, nous, ProMix. Un petit peu plus facile à se rappeler, la ProMix. Est-ce que vous seriez capable de nous donner, par exemple, avec un nombre de députés, qu'est-ce que ça ressemblerait à une élection? Mettons, on a 125 circonscriptions. Qu'est-ce qui arriverait avec ce mode de scrutin-là? Bien, on a fait une analyse à partir des résultats de la dernière élection. C'est sûr que n'importe quelle analyse qui est faite à partir c'est pas ce modèle-là qu'on utilise. Donc, il y a des hypothèses qu'il faut prendre, mais c'est une analyse qui a été faite conjointement avec Radio-Canada, là, donc il y a une certaine validité, là. Fait que si on prend la dernière élection, si elle avait été avec un modèle ProMix, le modèle qu'on propose, la CAQ a eu 41 % des votes, ils ont eu 72 % des députés, il y en aurait eu 54 % avec la ProMix. Donc, on voit qu'il aurait quand même été majoritaire, mais avec une beaucoup plus petite marge de manœuvre. Ouais. Le parti, qu'on disait tantôt, le Parti conservateur, c'est celui qui a été le plus désavantagé. Mm-hmm. Donc, lui, il y avait eu 13 % des votes, 0 député. Il y en aurait eu 11 % avec la ProMix de députés. Puis ensuite, les deux autres partis qui ont eu sensiblement la même chose, Parti québécois, Parti libéral, ont eu à peu près 14 % de votes. Le Parti québécois a eu 2,4 % de députés. Il y en aurait eu 11 %. Donc, 11 %, ça revient grosso modo à 12 sièges, hein? C'est ça? 12-13, là, c'est ça. 13 au lieu de 3. C'est ça. Puis le Parti libéral, eux, avec les 14 % ont eu 17 % de députés, mais ils ont eu, qu'ils ont eu un plus haut pourcent. Eux, il y aurait eu aussi à peu près 11 %. Donc, les partis qui ont eu sensiblement le même nombre de pourcentage de votes auraient eu sensiblement le même nombre de députés, autour de 12-13 à l'Assemblée. Fait que ça aurait donné, quand on le voit en graphique, ça donne, c'est ça, beaucoup meilleure représentation. Ce que je trouve intéressant, moi, c'est ça, c'est parce que cette évaluation-là, il va en fonction de comment que le monde a voté. Mais si tu le sais qu'il y a une proportionnelle, tu vas voter avec ton cœur. Fait qu'il y a plein, ça serait pas...
Ça, justement, parce qu'il y a plein de votes de protestation. Puis je serais Un vote curieux. stratégique aussi, probablement. pour, C'est ça. Exact. Mais c'est ça, il n'y a pas de moyen de savoir qu'est-ce qui serait arrivé vraiment, parce que les gens, c'est sûr, avec un nouveau système, vont voter, vont s'adapter, vont voter en fonction de ce système-là. Ouais. Donc, puis le système, avec le vote de la partie proportionnelle, là, les gens peuvent vraiment voter pour, comme tu disais, pour le parti qui représente ces valeurs, qui représente vers quoi il veut s'en aller dans la société. Fait que ça va amener peut-être une plus grande proportion de gens qui vont voter pour des partis qui sont considérés des fois comme pas avoir de chance. Puis si je peux revenir au projet de loi 39, parce que tantôt, je faisais une parenthèse sur l'avant-projet de loi de 2003 qui n'a pas abouti, et heureusement, parce qu'il ne représentait pas une vraie avancée. Les mémoires qu'on a déposées à ce moment-là, c'était pour dire non, c'est pas un vrai changement. C'était pour faire une image, là, c'était une proportionnelle mixte, mais avec un seul vote. On nous demandait encore qui on voulait dans notre circonscription. OK. Puis on interprétait encore ce résultat comme étant « Ah, OK, donc, cette personne-là veut ce même parti-là comme gouvernement. » Ça, c'est Pas qu'est-ce que nécessairement le cas. Les libéraux en 2003, C'est 2004... ça, c'est pas le projet de loi Non, 39, ça. ça, c'est pour finir ma parenthèse sur 2003. Le projet de loi 39, lui, propose un mode de scrutin proportionnel mixte compensatoire, oui, mais avec des gros défauts dans le niveau de compensation. Celui avec de Sonia Lebel, hein, c'est Oui, ça? Ouais, c'est ça. Celui qui a été déposé par la CAQ, je Par crois, la en CAQ. 2023. 2019, oui. 2019, hein, voilà. Juste pour le... Ah oui, il y a 4 ans. OK, je pense que c'est plus récent, mais en tout cas, dans le dernier gouvernement. Déposé en 2019 avec les mémoires au printemps 2020 et après pandémie. Alors, tout a été interrompu. Ça a commencé par être ça, le prétexte Ah ben ouais, on d'interruption. ne peut rien faire. Ouais, Là, tu sais, Ça, Mais il ils ont semble fait- avoir du sable dans l'engrenage Ouais, déjà. ouais. Ils ont fait passer toutes sortes d'autres projets de loi. Oui. Il aurait pu passer Ah, la celui-là pandémie a aussi. un dos très large. Ça, Ouais. un autre sujet. Oui, c'était un prétexte, c'est clair, parce qu'il avait déjà donc commencé à recevoir les mémoires, avait tout été entendu. La commission avait entendu quand même pas mal, tu les as nommés. Puis, Ils avaient même des amendements préparés. oui, et ce qui était présenté dans la, je ne sais plus combien de mémoires, 150 mémoires peut-être, c'était très, très consensuel sur les améliorations à apporter à ce projet de loi-là, en disant, il a du bon, mais les améliorations sont très importantes. Parmi les éléments qui étaient positifs du projet de loi, c'est qu'enfin, lui, il y avait 2 votes. Donc, parce que c'est nécessaire pour nous poser des bonnes questions. La répartition, tu as nommé un pourcentage de vote, mais au niveau des répartitions des 125 sièges, de mémoire, c'était 60 sièges de circonscription. 80. 80. J'ai 80, pas dit bon, 80, merci, ouais. je t'ai mêlé dans mes 45, chiffres. ouais. 80 et 45. et 45. Ça, c'est limite parce que, d'après ce qu'on voit à travers le monde, pour que la compensation, parce que c'est une mécanique mathématique, Tu peux nous expliquer un peu 80 qui sont élus comment, puis sur 45 qui sont élus de quelle manière, juste pour préciser. oui, le projet de loi proposait que les 80 personnes élues représentent des circonscriptions suite à des élections au mode uninominal à un tour, comme maintenant. Exact. Comme Un on fait bulletin. actuellement. C'est ça. Fait que premier vote, le parti Oui. ou le... On va voter, on a 2 bulletins. Un bulletin qui nous demande qui vous voulez pour représenter votre circonscription. Bien, ces personnes-là viennent de partis ou peuvent être indépendantes d'ailleurs. Puis, un deuxième bulletin. Donc, et ces bulletins-là servent à désigner 80 personnes. Mais après ça, le deuxième bulletin nous demande quel est notre parti préféré. Avec ou sans corrélation avec qui on veut pour représenter la circonscription. C'est 2 enjeux différents. Et le total de ces deuxièmes bulletins-là est observé comme un objectif à atteindre, l'objectif de compensation. Alors, c'était ça dans le projet de loi, mais dans la manière de calculer, parce que là, on rentrera dans les détails compliqués, on n'ira pas là, Pas besoin d'aller mais là. le total, le portrait que donne le deuxième bulletin, on doit l'atteindre par des sièges de compensation pour corriger, c'est ça que ça veut dire, une compensation. Et la manière dont le projet de loi était fait donnait un avantage aux partis qui avaient déjà remporté des sièges de circonscription. Ce qui n'a pas de bon sens,
et qui est contre-démocratique, je n'ai pas d'autres mots. Ce qu'il contenait, il faisait aussi ce calcul-là, une région à la fois, ce qui amène encore malheureusement des votes perdus, une région administrative à la fois. Le problème avec ce modèle-là de une région administrative à la fois, elles sont très différentes, nos régions administratives. Il y en a qui sont très populeuses, d'autres pas du tout. Et le nombre de sièges total d'une région administrative allait de une pour la région nord du Québec à 2, 3, 4, pas beaucoup, à part Montréal et Montérégie, c'était toutes des petits nombres. Plus les nombres sont petits, moins la compensation est efficace. On ne peut pas corriger la distorsion d'un bulletin, pas d'un bulletin, mais je veux dire issu de l'élection d'une personne, quand tu as juste un autre siège de correction possible. Ça, c'était un gros défaut. Autre défaut, c'est qu'il ne proposait rien de concret pour amener davantage de femmes élues, davantage de personnes racisées ou nées à l'étranger élues. Tout ce qu'il proposait, c'était des mesures incitatives, que chaque parti se donne un objectif, disent au directeur général des élections quel était leur objectif, point. Pas de conséquences si tu ne le remplis pas. Tu peux donner un objectif très faible, juste donner un objectif. Alors ça avançait vraiment. C'est de la vertu, mais il n'y a rien qui est mis en place, si je comprends bien. Pas de gestes concrets. Et ce que existe à travers le monde et qu'on demande depuis longtemps, incluant au MDN, c'est des mesures structurelles, pas incitatives, des mesures inscrites dans les lois à respecter. Revenons à comment les listes sont créées. Présentement, là, il y en a une liste qui existe de 125 personnes, mais on ne la voit pas. Hein? C'est dans les dossiers de candidature reçus par le directeur général des élections, mais il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas d'incitation à rien. Lorsque, dans un mode proportionnel, de la famille proportionnelle, on utilise des listes de candidatures qui sont visibles. Et là, dépendamment du modèle, ça va être une liste pour la nationale, ça va être une liste pour une région, ça va être une liste pour 5 noms, pour 10 noms, pour 30 noms. C'est variable selon les modèles. S'il y a 3 sièges à combler pour un territoire, il y aura une liste de 3 noms. Chaque parti fournit ces 3 noms et l'ordre dans lequel ces noms-là apparaissent sur la liste vont désigner une priorité. Ça, c'est le modèle des listes fermées. Ce que ça signifie, lorsqu'on a notre deuxième bulletin de tout à l'heure, dont je mentionnais, on ne nous demande pas qui on préfère des 3 personnes, des 5 personnes. On nous demande quel est notre parti préféré, mais on voit sa liste. Alors, c'est là qu'on voit s'il y a une alternance homme-femme, on voit s'il y a une diversité, on reconnaît des gens, on voit quelle priorité par l'ordre d'apparition sur la liste. On voit, par exemple, pour une caricature, un parti qui aurait une liste de 5 personnes, qui mettrait 3 hommes puis 2 femmes à la fin, on dirait OK. On ne peut pas dire qu'il priorise. Donc, il y a plus de transparence, c'est ça que je beaucoup. Okay. On verrait ces listes-là. Oui. Okay. Et on est invité à voter pour le parti et son équipe. Son équipe régionale ou nationale. Ça va tout varier selon les modèles. Mais ça, on ne pose pas cette question-là. C'est parce qu'implicitement, ça va amener toutes les partis à vraiment faire un effort pour avoir de la qualité, de la diversité, un équilibre, parce que là, tu es en campagne, tu te dis, là, on veut avoir justement à l'Assemblée nationale, puis ça reflète, puis ainsi de suite. Là, ça serait ça d'important. Une question vite, c'est juste parce que là, moi, je sais qu'il y en a qui disent, OK, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu peux faire une double candidature? Fait que, mettons, tu mets, je sais pas moi, le chef d'un parti ou la chef ou un député vedette, mais tu as peur qu'il perde, fait que là, tu le mets aussi dans la liste. Vous avez une opinion là-dessus? Dans le projet de loi 39, c'était pas permis. Ouais. Mais moi, j'aimerais ça que ça existe. Ah oui, pourquoi? Oui, parce que on ne peut pas deviner qui va remporter la circonscription. C'est simple. Si la personne qui a déjà remporté une circonscription était en tête de liste, elle a déjà gagné.
on passe son nom, on passe au deuxième. C'est aussi simple que ça. Mais ça permet à toutes les personnes de faire campagne. S'il n'y a pas de double candidature, ou si elle est interdite surtout, ça veut dire que dans l'esprit de la population, on va les voir comme étant deux catégories d'élus. Il ne faut pas voir ça. Une fois à l'Assemblée nationale, ils travaillent tous ensemble. C'est ça. Mais si c'est vu comme deux catégories d'élus, ça va encore donner l'impression que les députés de circonscription, ça, c'est les vrais députés qui représentent vraiment. C'est pas vrai. Il y avait des critiques là-dessus, d'ailleurs. Oui. Ouais. Et alors que si la double candidature est permise, les partis choisissent leur stratégie. Eh bien, pour que dans une région, peu importe le territoire, ton parti, le parti auquel tu appartiens, obtienne le plus de votes, tu as été cité sur la liste, tu as intérêt à faire campagne sur le territoire, à te faire connaître pour que quelqu'un te reconnaisse, à faire connaître ton parti, parce que si tu ne fais pas connaître ton parti, il n'y aura peut-être pas beaucoup de crochets dans ce site. Puis en amont, ben, tu veux recruter des gens qui vont s'investir en politique, là, tu leur dis, tu as une chance aussi. Là. Fait que si tu es chanceuse, tu passes dans ta circonscription. Sinon, ben tu vas quand même dans la liste. Puis comme tu dis, t'es barré si on passe au suivant. Dans le show. Moi, j'aimerais dire, on a parlé beaucoup du projet 39, là, qui est tout à fait correct. Moi, la façon que je vois ça, c'est le projet 39, c'était comme un tout petit pas, c'était comme un pas de souris. C'est sûr que nous, en termes de réforme, on aimerait un pas un peu plus grand. Donc, il y a les désavantages, les problèmes, comme Mercedes a parlé, on est tout à fait d'accord avec ça. C'était ça qui était dans le mémoire du MDN aussi. C'est ça. Fait que c'était un petit pas, mais on voudrait un beaucoup plus grand pas. Puis l'autre chose que j'aimerais dire aussi, c'est, on peut parler de beaucoup d'aspects, puis ça devient un peu complexe, mais j'aimerais ça revenir du point de vue du citoyen qui va voter, c'est pas compliqué, c'est simple. Tu as ton vote dans ta circonscription, tu as les personnes qui sont là, tu juges la valeur des personnes, qui tu penses qui serait la mieux pour être à l'Assemblée nationale et te représenter. Puis tu as ton vote de liste pour un parti politique, qui est le parti qui représente tes valeurs de façon générale, puis que tu voudrais voir mener puis gouverner à un moment donné, puis tout ça. Donc, du point de vue du citoyen, c'est simple, c'est pas si compliqué. Oui, puis c'est pas ésotérique. Il y a d'autres pays qui l'ont fait. Puis, on a déjà 2 votes quand on va voter au municipal. Et ça se fait partout dans le plus de pays que le système qu'on a actuellement. Je vous relance sur quelque chose. Dans l'éventualité où on a un mode de scrutin proportionnel, par exemple, si je vous parle du projet de loi en santé de Christian Dubé, qui va être déposé, si je ne m'abuse, qui va être déposé. Il a été déposé. Il a été déposé, toutes mes excuses, qui a été déposé. Je voudrais savoir, une Assemblée nationale qui est composée différemment, avec un mode de scrutin proportionnel mixte, qu'est-ce que ça changerait un projet de loi comme ça? Qu'est-ce qui serait différent dans l'approche et dans la manière de faire? En fait, la culture politique va changer. Et notre culture à nous, politiques, comme citoyennes, va changer, mais la culture et le fonctionnement de l'Assemblée nationale va changer. Présentement, ce qu'on a, c'est des gouvernements monopolisés. Peu importe le pourcentage de votes et de sièges, ça fait une différence sur le gouvernement majoritaire ou minoritaire, mais de toute façon, c'est un seul parti qui forme le cabinet ministériel et qui a tous les pouvoirs, le plus de pouvoir, en pouvant déposer des projets de loi et tout, qui a le pouvoir sur l'agenda de l'Assemblée. Si on avait un système qui reflète la volonté populaire, on aurait des gouvernements de coalition. Et c'est bon, des gouvernements de coalition, parce que ça forme une équipe qui gouverne, qui est formée qui corresponde à ce que la population souhaite, au pluralisme politique qui existe dans la population. Ça ne donnera pas énormément de sièges à des petits partis, mais ils vont en avoir. Et ils vont pouvoir aussi participer au débat. Un gouvernement de coalition doit négocier avec les autres. C'est bon, ça, la négociation. Il ne peut pas un morceau d'un gouvernement de coalition ne peut pas faire cavalier seul. Il ne peut pas déposer un projet de loi, pourrait pas déposer un projet de loi sans s'assurer que ses autres amis de la coalition vont l'appuyer. Sinon, ça ne passera pas. Ce qui n'est pas le cas actuellement, on s'entend.
actuellement, ils n'ont pas besoin de collaborer. Alors, et surtout pas avec la super majorité que la CAQ a en nombre de sièges présentement. Ils n'ont pas une super majorité en nombre de votes, mais en nombre de sièges, oui. Et donc, il a les coups des franches. Présentement, il dépose un projet de loi sans discuter avec les autres nécessairement. Et lorsqu'il est étudié, ben là, il entend l'opposition. Mais si on avait un gouvernement qui est issu qui reflète proportionnellement les opinions politiques, il devrait mettre un petit peu dans son projet de loi, il devrait mettre des éléments qui vont faire en sorte que les autres partis vont l'appuyer. Donc, concilier. Ça nous donnerait des projets de loi qui sont déjà plus proches de ce que la population... Plus travailler en amont et pas seulement en amont, mais après ça, dans les commissions, par exemple. Une commission parlementaire, présentement, là, c'est composé à même proportion que l'Assemblée elle-même. Alors, le gouvernement est majoritaire dans toutes les commissions parlementaires. Les députés de l'opposition... 4 personnes. Ils ont beau poser des questions, amener des amendements, ça va passer. En fait, la seule chose qu'ils peuvent faire, dans le fond, c'est sortir médiatiquement, finalement, si je comprends bien. Pratiquement. C'est ça développe un mauvais réflexe parce que tu te dis il faut qu'on réagisse, il faut picosser quelque chose parce qu'on n'est pas en train de négocier avec eux. On fait juste comme des gérants d'estrade, quasiment. Là. Oui. Wow! Ouais, c'est particulier. Et donc, le projet de loi 15, comme tous les autres, n'aurait pas eu la même allure. Premièrement, ça n'aurait pas été un projet de loi mammouth comme c'est, parce que comment veux-tu avoir la cohésion, l'accord des autres partis? Plus c'est gros, plus c'est difficile. Il aurait été coupé en morceaux, sans doute, et le contenu aurait été différent. Et le contenu d'un projet de loi, si ce contenu-là aurait été différent, ben les mémoires qui ont été déposés, moi j'en ai déposé un mémoire pour mon travail, aurait été, bien sûr, en regard d'un projet de loi qui est déjà 2-3 couleurs plutôt qu'une seule couleur, la couleur du Parti au pouvoir. Donc, il ne serait pas arrivé comme il est arrivé actuellement. Non. Puis, il ne serait pas débattu de la même manière une fois qu'il est déposé. C'est ça que je comprends. Et au niveau de la population, quand on verrait ça, et qu'on se ferait poser la question aux élections suivantes, quel est le parti préféré, on se rappellerait des bonnes collaborations et des mauvaises collaborations du gouvernement de coalition. Comme l'aide médicale à mourir, par exemple. C'est ça que je partais pour dire. Mes excuses. On communique, on est comme on est sur la même longueur d'onde. Mais c'est ça, l'aide médicale à mourir, c'est un projet de loi qui a été développé au départ en collaboration avec tous les partis qui étaient à l'Assemblée nationale à la table. Et je veux dire, c'est un projet de loi qui a été cité plusieurs fois en exemple de dire c'est la bonne façon de fonctionner pour qu'on ait quelque chose qui va vraiment rallier, un projet de loi qui va vraiment rallier tout le monde au bout du compte. Les gens doivent savoir que c'est juste arrivé 4 fois dans les 40 dernières années. Un effort collectif transpartisan sur des enjeux qui touchent tout le monde au Québec. Exact. Ça deviendrait la norme, alors que c'est l'exception. C'est l'exception. Puis pour moi, tout ça, ça amènerait une stabilité à long terme. Parce que si on regarde, au Québec, il n'y a pas eu de revirement tant que ça, mais si on regarde au fédéral, à un moment donné, il y avait le gouvernement libéral qui allait dans une direction. Ensuite, là, il y a eu un gouvernement conservateur qui est arrivé. Oups, on change complètement le navire de bord. Ouais. Ensuite, là, le gouvernement Trudeau est arrivé. Oups, on change encore de bord. Puis là, on ne sait pas trop où c'est qu'on va s'en aller. Fait qu'au lieu de swinguer comme ça tout le temps, ben les gens travaillent ensemble, puis les enjeux pour la population pour le long terme sont sur la table tout de suite au départ, puis ça aide. J'aimerais terminer avec une question pour ce bloc-là. En fait, comment on peut faire, parce qu'on est très, là, on essaie on est très dans la rationalisation puis tout ça, mais comment on ferait pour conquérir le cœur des électeurs? Qu'est-ce qu'on dirait aux électeurs pour aller les chercher aussi au niveau des émotions par rapport à ce changement-là? Émotif et concret. Oui, comment la tête et le cœur, comment on pourrait... Il y a une partie de moi qui dirait le cœur est déjà un peu conquis à cause de ce qui est arrivé à la dernière élection. Il faut juste continuer à raviver ça. Il faut juste... rallumer le feu. Rallumer le feu, puis montrer
un peu plus encore c'est quoi les possibilités que oui, c'est possible, que oui, c'est faisable, que oui, le modèle existe. Parce que le modèle, il est déjà développé, tout le monde était d'accord. Est-ce que... Excusez-moi. Pas de problème. Un des éléments, moi, je trouve aussi qui n'est pas assez vu, moi, je mets de l'énergie là-dessus, mais ça ne demeure pas assez vu, c'est les résultats d'une élection, mais au niveau de ta région. Lors de la soirée électorale, on a vu tellement souvent la carte devenir bleu pâle progressivement, toutes les régions, ou presque, devenir pratiquement uniquement bleu pâle, ce qui nous a donné l'impression que tout le monde avait voté CAQ. C'est pas le cas. Lorsqu'on regarde les résultats d'une région administrative à la fois, même les régions, les 9 régions où ce n'est que des députés de la CAQ qui ont remporté tous les sièges, 100%, une monopolisation. Les votes de la région représentaient 35-40% pour ce parti-là. Et dans d'autres régions, il y a eu des quasi-monopoles, 4 autres régions, quasi-monopoles, où tu as 80% des sièges occupés par la CAQ. Cette fois-ci, c'est tous des monopoles de la CAQ. Mais encore là, ça ne ressemble pas à ce que les gens ont voté. Mais on regarde la carte, on dit, OK, le Québec vient de virer CAQ. C'était pas vrai. Je ne sais pas si vous avez des exemples concrets par région, parce que moi, je ne sais pas par cœur, là, mais comme par exemple l'Abitibi ou la Côte-Nord, il me semble que justement, il y avait... c'était pas mal CAQ, mais si tu regardes le pourcentage vraiment du monde qui ont voté, il y a une sous-représentation d'un ou deux autres partis. Là. Oui, dans les Laurentides, il y avait 9 députés, puis il y a eu 49% du vote pour la CAQ, mais tous les députés sont des députés de la CAQ. Avec une pro-mix, il y aurait eu 6 députés de la CAQ, puis il y aurait eu un député de Parti québécois, Québec solidaire, puis le Parti conservateur. Bon, okay. Fait qu'il y aurait ça semble un bon exemple. Là. Oui. Et ça, ce pluralisme politique-là, il serait, dans toutes les régions, ce ne seraient pas exactement les mêmes chiffres, mais quand même, il y aurait davantage de régions qui ont des caucus régionaux, parce que ça demande des caucus régionaux, on y travaille ensemble, de plus d'une couleur. Alors, présentement, ce n'est pas le cas. Dans la plupart des élections, moi, j'ai analysé les données régionales depuis 2007, les 15 ans d'élections, 6 élections, où à chaque élection, il y a la moitié des régions qui se retrouvent avec soit tous les députés de sa région de la même couleur, des fois un petit peu deux, mais rarement trois. Présentement, Montréal a 4. La région de Montréal est représentée par des députés de 4 partis. C'est la deuxième fois que ça arrive. 1935, la première fois. 4 partis dans une région. Autrement, il n'y en a jamais plus que 2, 3, c'est rare. Alors ça, c'est une différence au niveau de quoi faire voir de plus. Les élections de 2022, on a présenté beaucoup de données on a vu les distorsions nationales. Moi, ce que je trouve aussi très parlant, c'est ce qu'on appelle l'indice de distorsion. C'est une manière de faire une moyenne de distorsion d'une élection. Eh bien, en 2022, l'indice de l'élection au complet au niveau national, c'était 25,8. La moyenne au Québec, là, depuis 1867, c'est 18. Puis, à travers le monde, des pays qui ont des modes de scrutin proportionnels, c'est des indices de 3, 4, 5, 6. OK? Ça se situe. C'est majeur. Et les modes, tous les modes de tous les pays qui ont des modes de scrutin de la famille majoritaire, c'est 15, 20, 30, 35. Hein? C'est la norme, c'est comme ça. C'est l'équivalent, c'est la conséquence du système. Mais quand on regarde chacune des régions, ça monte encore plus. Tantôt, on a parlé de la région du nord du Québec, Angava. Elle a une seule circonscription elle a un gros indice de distorsion, mais en fait, toutes les circonscriptions ont cet indice-là, 60 réguliérement. Autrement, la moyenne des indices régionaux, c'est 34,8 de l'élection de 22. Puis c'est pas rare, c'est pas nouveau, là. Selon les élections, les noms des régions changent, mais c'est toujours astronomique. Donc, ça, de faire voir à la population, dans chacune des régions, que son vote, à quel point son vote n'a pas été pris en compte.
Ça, au niveau le mélange de cœur et d'esprit, ça convainc. ça. Je pense Ben, que c'est c'est très de difficile nature à à quantifier convaincre. le cynisme et la réaction, mais c'est clair que ça galvanise ça. Donc ça a ça a un autre bénéfice là, à essayer d'avoir un peu plus de collaboration à l'Assemblée nationale, avoir une plus grande diversité au niveau des gens qui vont être là. Plus de couleurs, c'est ça. Plus de couleurs, plus de diversité, c'est ça que je comprends. Plus de Ce que vous me richesse dans les dites, débats, là. Oui. plus de points de vue, là. C'est ce que je comprends. Avoir une meilleure perception de la représentation va nous aider socialement à mieux accueillir les décisions gouvernementales. Peux-tu faire l'avocat du diable? Ou Rapidement, on c'est passe... la question, OK. Ben, c'est parce que c'est de savoir... Il y en a qui se préoccuperaient en disant, mais oui, plus de diversité, ça risque de encore avoir plus de conflits ou de perte d'efficacité ou du tirage de couvertes, mais on n'a pas vraiment... Vous, c'est quoi votre point de vue face à ça? Êtes-vous... Tu parles de plus de diversité politique? Oui, c'est ça. À l'Assemblée nationale, là, essentiellement, il y en a qui disent, peut-être que l'efficacité ou... en prendrait pour son Le fait qu'on travaille qu'on travaille plus en collaboration, c'est ça que tu veux dire? Ouais, qu'on y en soit a obligé, cette obligation de collaboration-là. Non, je fais l'avocat du diable. Je suis pas d'accord avec ce que je suis en train de dire, mais il y en a C'est un paquet correct. qui dirait, ben non, tu veux avoir les coups des franges, tu veux avoir les deux mains sur le volant, tu veux pouvoir passer un projet de loi ça, au lieu ça de dit quelque chose, ça. niaiser. Les deux mains c'est- sur le volant. Ah, ok, hein? ouais. Je Mais l'attendais. c'est quoi l'efficacité quand tu fais une politique, mais qu'elle va changer quand le gouvernement va changer? C'est pas plus efficace. Tu l'as peut-être fait vite, mais tu ne l'as pas fait de façon efficace qui va avoir un bénéfice pour la société, pour le bien commun, pour la population en général. Donc cette question-là, que ça vaut la peine de discuter des enjeux puis des impacts puis de qu'est-ce qui est le mieux, ça vaut la peine de prendre ce temps-là au début pour ensuite continuer puis avancer. Puis l'autre chose, c'est sûr que ça demande un changement. M. Legault lui-même a déjà dit que la population était prête à des gouvernements de coalition, puis voulait ça, puis aimait quand on fonctionne comme Il ça. avait dit ça. Oui, il avait dit Ah ça. ouais. Fait que- puis- Épiphanie. Il était très convaincu quand il a perdu plusieurs fois en ligne avec des distorsions. Très, très Ok. convaincu. c'est Ouais. ça. Mais il n'est pas le seul. En sa défense, il n'est ça- pas le Non, seul à non, faire non, de non, l'amnésie non. sélective. Non, ça. c'est vrai. Mais Ils tout font ça pour tous. dire, moi, je pense que au Québec, je pense qu'on veut ça, mais en même temps, il faut être réaliste que ça va être aussi un changement de culture. Fait que ça va être aussi un changement de fonctionnement. Fait que ça n'arrivera pas du jour au lendemain là, qu'on tombe dans un pays de Calinou puis tout est beau, puis Ouais. tout est parfait. Non. Mais on a cette volonté-là. On travaille souvent en collaboration au Québec dans toutes sortes de domaines. Fait que c'est juste de le transposer puis de l'amener au niveau politique aussi.